Farid DMS de Bah, un franco-algérien, place de la République. En sol majeur, Yasmine Chouaki. En sol majeur. L'Algérie étant debout depuis le 22 février 2019, nous sommes tous un peu à l'affût d'un signe de liberté, d'un mouvement de foule bien inspiré ou d'un lutin lutant lotus pour une Algérie toujours zen. Le rêve est encore permis. Le petit lutin, repéré sur une certaine place de la République à Paris, s'appelle Farid DMS de Bah. D'ailleurs, je suis assez étonnée que vous ne le connaissiez pas, il est partout. Réalisateur, producteur, militant associatif, élu municipal, il navigue entre Alger et Paris, Chorba et Blanquette, Ramadan et laïcité, film Super 8 et cinémascope. Marhaba et Sbah al-Khair, Farid DMS de Bah. Merci de m'accueillir, Yasmine. Ça fait très plaisir de vous rencontrer après vous avoir longuement écouté. D'accord. Oui. Donc, un premier aveu, donc. Oui, on commence bien, je veux dire. Donc ça me fait très plaisir d'être là. Merci, c'est partagé. Vous étiez où, vous, le 22 février 2019 ? Je suivais un petit peu ce qui se passait, puisqu'il faut savoir que nous, on avait fait un premier rassemblement. C'est qui ? Le 17 février. Le collectif Debout l'Algérie. À l'époque, 17 février, j'en faisais pas encore partie. Et le 22 février, on avait déjà les prémices d'un frémissement qui allait se passer. Ce 22 février 2019, ce jour-là, des milliers d'Algériens descendent dans la rue en Algérie pour dire non au 5e mandat de Bouteflika. Et vous, donc, qui vivez en France, vous vous sentez solidaire immédiatement ? Absolument. Peu importe le lieu où on est. Moi, j'ai pas de problème avec. Je suis binational. Je suis autant français qu'algérien, et je n'ai pas cette problématique ni ce côté un peu schizophrène. Je vis très sereinement cette double appartenance, sans renier l'une ou l'autre, ou sans les mettre en opposition. Pour moi, ce n'est pas du tout antinomique. Être algérien et français. Et alors, en rejoignant la diaspora sur cette fameuse place de la République à Paris, est-ce que vous aussi vous scandez des slogans ? J'aime pas. Je suis pas quelqu'un qui scande en règle générale, ni qui prend la parole au mégaphone. La seule chose que je m'autorisais, c'était un foulard aux couleurs du drapeau d'Algérie. C'est pour dire à ce gouvernement, à ce système, que c'est fini pour eux. C'est bon. Tout le monde va partir. La société a besoin d'un renouveau. Que les élites, les vraies, celles qui ont été marginalisées, fassent des propositions maintenant. Parce qu'après cette séquence, il faudra construire politiquement. Pour un sol majeur sur RFI, FLN dégage, ça c'est côté algérien. L'Algérie veut un renouveau, ça c'est côté français. Alors Farid DMS de Bah, vous avez au début de cet engagement rejoint le collectif Debout l'Algérie que vous avez quitté depuis. Mais un mot d'abord de ce collectif qui s'était fixé comme mission de traquer les avoirs détournés par les privilégiés du régime Bouteflika et dissimulés dans des banques étrangères. Les oligarques algériens détiendraient 21 milliards d'euros. Donc des plaintes ont évidemment été déposées, notamment par Maître Lachmi Belhoussine, qui est un avocat algérien établi à Fribourg, en Suisse. Est-ce que vous savez où en est ce dossier ? Mais écoutez, au moment où j'ai quitté le collectif, ça commençait à prendre forme, cette histoire de gel des avoirs. Donc là, en n'étant plus au collectif, je ne suis pas très au fait. J'étais au fait par rapport à cette opération qu'avait fait avec... Cette question concerne tous les Algériens, oui. de la diaspora ou de la rive algérienne, enfin. Exactement. Donc, j'en avais parlé avec Houssine
quand on s'était vu à République. Il m'avait fait part de ses intentions, que je trouve très louables, et je l'encourage, et j'encourage tout le collectif à continuer à œuvrer justement dans ce sens. Pour quelle raison, vous avez décidé de quitter ce collectif Debout l'Algérie ? En fait, c'était une volonté par la suite d'évoluer dans une autre direction qui n'était pas forcément celle du collectif. Je vais dire, pas forcément sur les avoirs, mais c'est pas... Le collectif Debout l'Algérie, le mouvement citoyen pour l'Algérie, ils sont pas en opposition, ils sont complémentaires. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant. Et vous nous rassurez, parce que vous me rappelez un proverbe que vous connaissez forcément qui dit « Les Arabes se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord ». Alors pas du tout, parce que je suis persuadé que je recroiserai le collectif et qu'on fera des choses ensemble sans aucun problème. Alors en créant le MCA, donc ce mouvement citoyen pour l'Algérie, c'est quoi la mission number one ? La mission number one, déjà, c'est essayer de fédérer des groupes de par leurs compétences. Le premier pôle qui a émergé, c'était un pôle média. Et on travaille justement sur la liberté de la presse. Il y a un premier communiqué qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs, qui rassemble plusieurs dizaines de signataires par rapport à justement ce que nous, on attend de la part, non pas du pouvoir, parce que maintenant le pouvoir, mais plutôt en tant que force de proposition sur l'Algérie de demain, par rapport à la liberté de la presse. Voilà, vous travaillez main dans la main, si j'ose dire, avec la presse nationale algérienne ? Pas du tout. Je dois vous le dire sincèrement, on le dénonce même par rapport à ce premier communiqué. Vous dénoncez quoi ? Déjà, on sait pertinemment ce qui s'est passé avec la télévision algérienne pendant le 4e mandat, qui s'est amusé à nous faire des montages ici et là de Bouteflika, recevant des homologues, recevant les ministres, limogeant, nommant, etc. Ça a été véritablement même la risée. On a vu des montages comme ça qui ont été diffusés même sur Canal, où un certain Yann Barthès s'amusait justement du côté peu professionnel des montages faits par Canal Algérie. Donc c'est tout ça qu'on dénonce et qu'on ne veut plus voir. On veut véritablement une déontologie au niveau de la presse, et on veut que les journalistes soient totalement en sécurité en Algérie. C'est ça qui importe, parce qu'à l'heure actuelle, les journalistes ne sont pas en sécurité. Ils ne peuvent pas prendre position véritablement. Il y a toujours une omerta, il y a toujours une sorte de chape de plomb, il y a des chasses gardées, il y a des terrains minés auxquels ils ne peuvent pas accéder. Et ça, on dit totalement non, c'est pas possible. On ne peut pas avancer vers une nouvelle Algérie avec ce genre d'étau qui empêche les journalistes, donc le 4e pouvoir, à pouvoir s'exprimer totalement. Avec cette question, comment être un relais ici en France de ce qui se passe là-bas en Algérie ? Autrement dit, est-ce que le travail de la diaspora est attendu, ou en tout cas reconnu ou accueilli par les Algériens eux-mêmes ? En tout cas, en étant honnête sur cette réponse. Non, sincèrement, en étant honnête, ceux avec qui je suis en contact, sachant que le MCA, la majorité des gens qui œuvrent sont en Algérie. Donc déjà, c'est quelque chose aussi, moi, qui m'intéressait, c'est véritablement de travailler en osmose avec les Algériens sur place. Je pense que c'est impensable de se dire on va faire quelque chose sans les Algériens sur place. Et sans que vous-même vous alliez en Algérie, ça aussi, c'est un peu étrange, non ? Non, pourquoi ? Vous venez exactement de le dire. Prendre la température, le vivre de l'intérieur. Je fais véritablement confiance aux membres qui sont sur place et qui me rapportent l'information. Moi, je ne suis pas là pour porter une voix. Parce que c'est véritablement, le MCA, c'est collégial. C'est pas l'homme providentiel ou la femme providentielle qui va arriver en disant « Oh, j'ai toutes les solutions ». Non, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, il ne faut pas que l'Algérie se construise de cette façon-là. C'est de façon collégiale avec tous les membres. C'est sûr qu'il y aura toujours des esprits chagrins qui vont dire « Non, on ne veut pas de récupération de l'étranger, etc. » Mais on n'est pas l'étranger, on est les Algériens. Il y avait un sans faute quand même jusqu'à récemment dans ces manifestations. Seulement depuis peu, on assiste quand même à des arrestations en cascade de manifestants ou de personnalités politiques. Je pense à Louisa Hanoun, la secrétaire générale du Parti des Travailleurs. Et puis sur Twitter, tenez, le journaliste Hamda Baala, qui travaille au HuffPost Algérie, il dénonce, je cite, une ville quadrillée par le régime qui souhaite l'arrêt des manifestations. Et tout ça, bien sûr, dans un contexte où l'Algérie vient d'annuler l'élection présidentielle qui était prévue le 4 juillet. Est-ce que vous pensez, vous, Farid, qu'on rentre un peu dans le noyau dur de cette contestation-révolution ? Là, à l'heure actuelle, c'est un moment charnière où il faudra quand même que le Hirak,
Hirak, c'est le mouvement en arabe, donc c'est plus qu'un mouvement, c'est une révolution. Ce qui se passe en Algérie, c'est une révolution. Et cette révolution, elle arrive à un moment sans leader, pour charnière, justement, où il faudra qu'elle désigne ses représentants. Ça, c'est important, justement, pour avancer. Farid Mesdebah, qui c'est qui vous a donné dans votre vie, à vous, le virus de l'engagement ? C'est ma maman. Ma maman m'a donné le virus de l'engagement. Elle a toujours été très, on va dire, engagée associativement ici en France. Donc je l'ai toujours connue comme étant une syndicaliste, vraiment. Ma première manifestation, je me souviens plus du thème, ce que c'était, où elle m'a bardé avec mon frère d'autocollants, de je ne sais quoi, de revendications. On est parti arpenter les rues de la capitale. Je devais avoir, 13 ans, ou même plus jeune, 12 ans. Et c'est elle véritablement qui m'a donné ce virus. Pierre Loti était amoureux d'une Turque, vous savez, il y a Zaïdé. Il a commencé à aimer Istanbul parce qu'il était amoureux de cette Turque. Il a cherché à se convertir dans l'islam, pour vous dire que dans le temps du XVIIIe siècle, il y avait des gens qui se convertissaient par amour pour quelque chose. Et moi, je voulais devenir français, m'insérer dans la société, vous savez, m'insérer dans la société française parce que j'étais amoureux de la langue, de la littérature française. Et je me suis aperçu que le plus que je vais essayer d'apprendre la langue française, le plus je vais essayer d'évoluer dans la langue française, mais cela ne veut pas dire que je suis resté toujours à Mohamed. M comme mythe du retour. Avec cette question, est-ce que votre père, à vous, Farid, a eu du mal avec la France ? Est-ce qu'il a eu, comme ça vient d'être dit dans Mémoire d'immigrés, l'extrait de ce documentaire de Yamina Benguigui, est-ce qu'il a eu le sentiment de rester aux yeux des Français un Mohamed ? Alors, il faudrait lui poser la question, mais à voir son comportement, sa mentalité, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, quand il parle, il n'a pas d'accent. Donc c'est que mes parents parlent français sans aucun accent. Et d'ailleurs, ils sont français de toute façon. Ma mère est arrivée en France, elle avait 8 ans. Il faut savoir qu'ils partaient d'une colonie pour arriver en Hexagone. Chez eux. Oui et non. Elle était petite, donc pour elle, c'était pas véritablement. Sincèrement, mes parents n'ont pas senti le racisme. Mon père était entrepreneur, il était universitaire, il a voyagé, beaucoup voyagé. L'Algérie, la Tunisie, la Yougoslavie, la Roumanie, puis la France. Absolument. Pourquoi ce trajet ? Pour ses études, un cursus estudiantin. Et c'est particulier parce que moi, en étant né en France, il m'est arrivé qu'on me traite comme j'imagine, de sale arabe, comme on a pu le traiter. Vous savez, Bretons à Paris, on les aurait traités de sale Bretons. Des Auvergnats, on les aurait traités de sale Auvergnats. Donc ça m'a véritablement jamais touché et je me suis jamais construit dans cette opposition ou dans cet esprit disant que je grandissais dans un pays qui n'était pas le mien. Par contre, j'ai entendu le mythe du retour. Ça, c'est intéressant. Et oui, parce que vous décrivez des parents totalement intégrés, cultivés par ailleurs, intégrés dans cette France, et en même temps, ils avaient en eux, malgré tout, le désir du retour. Oui, et justement, ça, ce qui est intéressant, c'est que le désir du retour, je l'ai appris beaucoup plus tard, n'était pas un désir plus de l'appartenance au pays. Je pense, mon père étant entrepreneur, c'était le désir d'accomplir. Et il voyait un petit peu comme un cow-boy au Far West, la ruée vers l'or dans l'Ouest. Une contrée sauvage à découvrir et mon père qui était lui plutôt dans les nouvelles technologies électroniques, c'était compliqué. Il était en avance. Très en avance, mais c'est pas grave. Mais il est parti dans tous les sens en termes d'entrepreneuriat. Je sais, j'ai vu mon père ouvrir une vitrerie, j'ai vu mon père ouvrir un salon de confection pour faire des vêtements. Il a fait un petit peu tout, et ma mère a suivi un petit peu, et c'est un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire il y a le côté entrepreneur, mais il y a le côté du sang aussi qui a, je pense, été facilitateur de choix de son premier pied en Algérie. Alors, pour vous, c'est pas si simple finalement, parce que ça a produit des atermoiements, j'ai envie de dire. Vous êtes né donc à Paris en 76, Farid Mesdebah.
Mais donc avec un petit crochet par l'Algérie entre l'âge de 8 et 11 ans. Oui, exactement. C'était justement à cette période où mon papa entrepreneur avait décidé d'amener les enfants là-bas, à Oum El Bouaghi. Alors comment ça se passe pour vous là-bas? Est-ce que vous vous sentez le fils d'immigré, l'immigré lui-même, le Roumi? Oui, le c'est français. vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, plutôt, oui, c'est vrai. Là, l'immigration, je l'ai senti là-bas en Algérie. Enfin, on m'a appelé de tellement de choses. Romi, c'est vrai, Gawri, migré. Bon, c'était cocasse. Mais ce qui était intéressant, c'est que moi, enfant parisien, je suis pas arrivé à Alger ou à Annaba ou à Oran. On est arrivé véritablement dans un petit village où ça a été pour moi, je ne veux pas dire un choc, oui, si, presque un choc, le climat. Le climat était froid, bizarrement. Et, l'école aussi, ça a été, je ne vais pas dire un choc, mais presque, parce que j'avais mes petits camarades que je découvrais comme ça, en blouse. Moi, rebelle de 8 ans, je ne voulais pas avoir la blouse, j'avais du mal avec la langue. Et comme j'avais 8 ans et que j'avais commencé déjà l'école primaire en France, donc on était obligé de me rétrograder. Donc je me retrouvais à 2 ans en arrière. Ça fait pas du bien à l'ego, ça. Non, c'est sûr. Et puis en plus de ça, à apprendre une langue, puisque tout était arabisé. Voilà, je me retrouvais, je me suis dit, c'est pas possible. Les cours d'arabe, c'est toujours intéressant de raconter comment ça s'est passé. Je l'ai mal pris, les cours d'arabe. Par contre, quelque chose que j'ai bien pris, ça a été l'école coranique. Je pense tout est une question d'homme. J'avais un professeur, enfin un chir, c'était une petite salle où mon père il m'a amené, il m'a dit bon voilà, il n'y a pas de cours particulier, je vais t'amener en cours pour apprendre l'arabe, cours coranique. Et ce vieil homme était tellement avenant, tellement on apprenait du par cœur, et puis les enfants étaient tellement attachants. Sans comprendre, absolument, sans comprendre. Mais avec amour. Et puis vous avez découvert un mot là-bas, vous, le français, le franchouillard, un peu capricieux, un peu râleur, c'est le mot pénurie. Oui, exact. Mais c'est vrai. C'était l'époque où il y avait un grand magasin d'ailleurs que je pouvais voir de mon balcon qui s'appelait, je pense que ça n'existe plus, Souk El Fellah. Donc les supermarchés Auchan de là-bas, de l'époque, parce que maintenant ça a bien changé, heureusement, où il n'y avait absolument rien dans les rayons. Pénurie de concentré de tomates, pénurie de sucre, pénurie de café, pénurie de lait concentré. Mais bon. Mais franchement, c'était particulier, mais maintenant, quand j'en reparle, j'ai des frissons et c'est un petit côté attendrissant. Sauf qu'on arrive en 88, c'est le moment où l'Algérie va connaître ces fameuses émeutes avant de rentrer dans ce qu'on aura appelé la décennie noire. Donc en 88, vos parents décident de vous rapatrier en premier, vous êtes plusieurs dans la fratrie. Oui. Comment ça se passe ? Après 3 ans d'Algérie, le retour en France, vous qui vous êtes quand même un peu à votre corps défendant, un peu algérianisé, un peu arabisé. Pas tant que ça. J'étais content de rentrer. Je me suis dit, je vais retrouver mes marques. Voilà, parce qu'il faut savoir ça a été le cas ? Même si c'était en Algérie, avec mes parents, j'ai toujours parlé français. Mais c'est vrai que c'était une période particulière parce que j'ai 89, début des révoltes, 90 également, je l'ai vécu dans ma chair, puisque j'ai le petit frère de ma maman qui a vécu quelques mois avec nous à Oum El Bouaghi, qui était jeune militaire, qui est mort lors des accrochages à Blida. Et ça a marqué énormément la famille. Alors côté groove, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a du groove, vous étiez à l'époque plus soul et pas de def que Shahabi était à la menthe, en tout cas apparemment, puisque le roi du pas de def est là, c'est Marvin Gaye que vous avez programmé avec I Heard It Through the Grapevine, sans l'accent, tant pis. Pourquoi ce morceau délicieux ? Je sais pas, c'est un morceau que j'écoute souvent, j'aime bien Marvin Gaye, une fin tragique, tué par son père. Voilà, c'est juste pour moi un artiste qui a marqué son temps et qui m'a marqué particulièrement. Donc j'aime beaucoup ce morceau. Votre petit doigt vous l'a dit à vous aussi. C'est bien Marvin Gaye sur RFI qui va nous projeter dans la tête de notre invité, Farid Ms Debah, qui se fait un cinéma.
comme au nom du Père. Car cinéma égale papa pour vous, Farid. Oui, c'est vrai. Mon papa m'a donné le virus du cinéma. Déjà, c'est un homme très cinéphile. Il m'a fait découvrir les grands films. Et aussi, il adore filmer. À la maison, il avait 2-3 caméras Super 8, 2 projecteurs également Super 8. Et il s'amusait à filmer un peu tout, la famille, enfin voilà, nos voyages, nos vacances, nos sorties. Il faisait des petits montages. Je me souviens, il avait une petite coupeuse. Il s'amusait à couper la bande, etc. Et moi, ma première approche, au-delà des films qui me faisaient découvrir, c'est l'outil cinéma. C'est-à-dire que il a réussi à vulgariser ce que je pouvais voir à l'écran. C'était sa boîte à bricolage. Quoi. Exactement, et là je le comprenais, c'est-à-dire que dès que je voyais un plan et un plan qui passait à un autre, je le voyais se matérialiser devant mes yeux avec la bobine, avec cette coupeuse. Et je lui ai mis naturellement tout de suite piqué ses affaires et je me suis amusé à filmer mes premiers petits films en Super 8. Merci papa, vous aviez même des conversations de vrais cinéphiles autour d'un film comme Duel de Spielberg. Ah, oui, exactement. C'est pas un film simple, hein ? J'adore ce film Duel. Course-poursuite dans le désert de Californie avec un représentant en informatique, je crois, qui est poursuivi par un énorme poids lourd. Et donc, vous aviez des conversations de cinéphiles tous les deux. Voilà, exactement. Donc, autour de ce film-là. Oui, je parlais de Spielberg et mon papa qui... à ce moment-là, avait oublié qu'il avait réalisé Duel, m'avait parlé d'un grand réalisateur en disant qu'il était mieux que Spielberg, en prenant pour exemple le film Duel. Et là, je l'ai regardé avec des yeux ronds, je lui ai dit, mais papa, c'est Spielberg qui a réalisé Duel. Et là, il a souri, il m'a dit, c'est bien, l'élève commence à dépasser le maître. Donc, à votre box-office, y a tous les grands. Après papa, il y a Tarantino, Scorsese, un certain Peter Jackson pour la trilogie de Tolkien. Pas de réalisateur français vraiment à votre box-office ? Non, c'est vrai, je suis pas très au fait du cinéma français. Pour moi, la définition du cinéma, ça a toujours été, voilà, je prends un ticket, je vais dans la salle obscure, les lumières s'éteignent et je vais dans un autre monde, dans une autre galaxie, un autre espace-temps. C'est ça qui me plaît dans le cinéma. C'est pas voir la vie de ma voisine ou de mon voisin qui se chamaille dans la barre d'en face. Voilà, ou un couple qui se tire donc le cinéma réaliste, psychologique dans la cuisine ou dans un parking. Oui, cinéma psychologique, ça dépend. Si vous me parlez de Lynch, par exemple, je dirais oui, j'adore. Évidemment. J'adore. Pas de film algérien non plus à votre box-office ? Non, pas de cinéma, pas de film algérien. Pas de Omar Gatlatou, pas de Chronique des années de Braise, rien du tout. Walou. Non, même si c'est des films que j'ai appréciés. En tout cas, ça sera pas dans le top 10 ou dans le top 20 ou alors peut-être dans le top 50 pourquoi de mes le films. cinéma algérien ne vous captive pas ? Je sais pas, j'ai pas en tout cas à l'heure actuelle fait une rencontre avec un film qui m'a scotché. Alors vous allez vous-même mettre les mains dans la boîte à outils, c'est la boîte à outils comme dit quelqu'un, réaliser pas mal de fiction, un peu fantastique d'ailleurs, c'est votre genre à vous, et puis quelques documentaires, et tout ça sans faire d'école de cinéma. Pourquoi ? Oui. Non, j'avais pas eu l'occasion ni l'envie de faire une école de cinéma, j'avais tout de suite envie de réaliser. Donc j'ai réalisé des films, mais très jeune, hein. 14 ans, j'ai commencé à faire des courts-métrages. 16 ans, j'avais un premier article de presse qui parlait de mes films, diffusés à la médiathèque de Paris. Voilà, j'étais plutôt satisfait. Et je pense que c'est ce qui m'a empêché de faire une école de cinéma. Où je me suis dit, voilà, soit je prends de l'argent, un budget d'un film, que je l'investis pour apprendre à faire un film, ou soit cet argent-là, j'apprends directement en faisant un film. J'ai décidé de prendre la deuxième option et de faire directement des courts-métrages avec l'argent de mes études supposées. Voilà, donc c'est comme ça. J'ai préféré véritablement apprendre mon métier sur le tas. Alors exactement. J'aimerais, Farid DMS de Bach, qu'on s'arrête en sol majeur sur ce doc que vous avez réalisé en 2017, intitulé Maroc, l'innocence sacrifiée. C'est une enquête au cœur des grandes villes marocaines, Casablanca, Agadir, Marrakech notamment, sur la pédophilie. Vous donnez un chiffre. En 2014, le ministère de la Justice du Maroc recensait à ce moment-là 5750 actes d'agression pédophile sur tout le territoire. Mais évidemment, les associations pensent que le nombre de cas pourrait être 4 fois plus important. Vous avez tendu votre micro au pouvoir public, aux médecins et bien sûr aux victimes elles-mêmes, à commencer par les enfants. Voici le témoignage de Mohamed, victime de multiples viols entre 5 et 7 ans.
Je jouais avec ses enfants et à chaque fois, il me demandait de rester. Il me demandait de monter pour continuer à jouer avec ses enfants. On jouait un peu et après, il m'enfermait. Il m'attrapait, m'enlevait mes vêtements et il faisait de moi ce qu'il voulait. Il m'a pris en photo en menaçant de les montrer à mes amis et à mon école. Tout le monde allait se moquer de moi, m'insulter et me cracher dessus. Je ne pouvais plus rien dire. Farid Mesdebah, vous pensez qu'il y a autant de petits garçons que de petites filles touchés par la pédophilie au Maroc ? Oui, mais pas seulement au Maroc. Moi, le fait que j'ai fait ce documentaire au Maroc, ça a été un hasard de rencontre, mais en faisant mes investigations, malheureusement, ce n'est pas l'apanage de ce pays. Partout en France, c'est une omerta, c'est un silence incroyable. Est-ce qu'il a été difficile pour vous de recueillir la parole des petites victimes comme ça au Maroc ? Très difficile. Très difficile. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, je pensais que ça ne serait que une problématique liée au niveau social, donc c'est-à-dire des familles pauvres ou ce genre de choses. Mais alors que non, moi j'ai rencontré une jeune fille qui n'a pas voulu témoigner, qui m'a donné son témoignage off, qui était petite fille de ministre. Et justement, c'était très compliqué. Ça a été quand même 2 ans de ma vie, 2 ans d'investigation, de recherche. Et je remercie énormément, justement, Najat Anouar, qui est la présidente de l'ONG Touche pas à mon enfant. À mon enfant, exactement, au Maroc, et qui m'a véritablement aidé à mener cette enquête et à finaliser ce documentaire. Mais ça a été très compliqué pour moi, sincèrement. Quel recours il y a exactement au Maroc pour ces cas de pédophilie, puisque on entend dans votre documentaire quelqu'un dire « porter plainte est à peine une solution au Maroc ». Disons que la loi existe, les peines existent, et c'est pas des petites peines. 40 ans de prison, la peine capitale aussi. Oui, mais qui n'a jamais appliqué. Après, c'est compliqué, parce que déjà, il y a un tabou. Les gens ont du mal à en parler. Ils ont peur d'être stigmatisés. Il y a un petit garçon, justement, avec sa maman que j'ai interviewé. Ils ont dû déménager. Au moment où les agresseurs qui habitaient le quartier, il lui a été identifié comme victime, ils ont subi des pressions, alors que c'était eux les victimes. Et ils ont dû partir. Voilà. Donc, ça doit être la même chose ici, dans un petit village au fin fond du Luberon. Donc, c'est pas au fait du Maroc. Mais c'est difficile de se dire, on va aller au commissariat, on va en parler. Et le problème aussi, c'est que la multiplicité des contacts. C'est-à-dire, un enfant, il passe d'abord devant la police, il en parle. Après, il est obligé de parler au magistrat, l'assistante sociale. Et il répète comme ça son traumatisme à parler. Sa voix n'est pas prise en compte dès la première fois. C'est-à-dire, ils enregistrent... Par exemple, une solution qui a été évoquée dans le documentaire, l'enfant peut enregistrer son témoignage devant un officier judiciaire et ça s'arrêtera là. Non, là, c'est encore et encore et encore, et ça fatigue tellement la famille, ça fatigue tellement l'enfant qu'à un moment donné, il préfère laisser tomber. Alors, pour un sol majeur, je propose qu'on écarte 2 minutes les enfants du poste pour écouter un autre extrait de ce documentaire. Il s'agit du témoignage de Hafida Galadi. C'est une grand-mère assez courageuse, la grand-mère de Wafa, 4 ans, et Hakar, 2 ans, victime de viol. Ma fille, son mari et leurs enfants vivent chez moi. Lorsque ma fille a accouché, nous sommes allés la voir à 18h. Il y avait sa mère biologique, moi qui l'ai adoptée, et sa cousine qui était mariée, que j'ai également élevée. Il a récupéré sa fille, et sa femme lui a demandé de bien s'occuper d'elle et de lui acheter un vélo. Il l'a rassurée. Nous sommes rentrés à la maison pour le dîner. Il a pris sa fille et l'a enfermée dans sa chambre. Il était en slip et jouait avec elle. Je le voyais à travers la porte vitrée. Il a joué avec sa fille
De 1h à 3h du matin. Dans la nuit, la petite a hurlé de douleur. J'ai frappé à la porte, mais il n'a pas voulu ouvrir. Le matin, il a essayé de la changer, mais elle a refusé. Elle hurlait. Je veux mamie, tu m'as fait bobo. Elle a eu le sexe déchiré, avec sa chair qui sortait comme ça. Il avait vidé le contenu d'un tube de pommade dans son sexe, qui débordait de chair et de sang. Je lui ai dit que j'allais l'emmener chez le médecin. Il m'a dit, ce sont mes filles, j'en fais ce que je veux, tu ne les amèneras pas chez le médecin. Je peux les tuer et les violer, c'est pas ton problème. Extrait en sol majeur de votre documentaire Farid Demes Debah, Maroc, l'innocence sacrifiée, donc avec ce témoignage terrible autour de ce père qui se pense dans son bon droit. Est-ce que vous avez eu du mal là, alors, à recueillir ce témoignage de cette grand-mère qui a une parole assez libre ? Tous les témoignages étaient très compliqués à avoir, très très compliqués dans le sens où ils ne veulent pas parler. Ce que votre documentaire nous apprend, c'est que finalement la constitution marocaine doit se mettre au diapason du droit international de l'enfant, que pour obtenir une aide juridictionnelle, c'est possible, mais c'est fastidieux parce que ça émane du procureur du roi. Et donc, bref, sous l'impulsion de cette fameuse Najat Anwar, la présidente de l'ONG dont on parlait, Touche pas à mon enfant, vous avez aussi réalisé des campagnes de pub, de sensibilisation par rapport à cette question de la pédophilie au Maroc. Oui, exact. Oui. Mais moi, je me sentais déjà concerné par son combat avant même de réaliser ce documentaire. Enfin, je suis militant associatif depuis très longtemps déjà. Et j'ai œuvré à une association qui s'appelait AMJA, Association de management de jeunes artistes, où on travaillait pour aider les artistes à émerger, voilà, d'Algérie d'ailleurs. Parce que c'était la question, évidemment, en sous-main. Là, cette rencontre avec cette présidente d'ONG, c'est un peu l'occasion qu'a fait le larron, mais est-ce que vous mettriez votre militantisme au service de questions sociétales de l'Algérie ? Et quelles questions vous souhaiteriez aborder ? Par exemple, les essais nucléaires à Reagan. Ça, c'est un sujet qui m'intéresserait beaucoup parce que faut savoir qu'à la période coloniale, il y a eu des essais nucléaires dans la région de Reagan. Et jusqu'à présent, il y a des enfants qui naissent avec des malformations. Il y a des taux de cancer incroyables. C'est juste hallucinant. Il y a quoi d'autre aussi ? Un documentaire que j'aimerais bien faire. J'ai fait une exposition photo en 2011 sur les Fogaras à Timimoun. Et les Fogaras, c'est un système d'irrigation millénaire. Dans le désert algérien. Absolument, avec des puits. Donc on creuse une sorte de tunnel avec un dénivelé léger et avec l'attraction, on attire l'eau vers les jardins. Et ce système d'irrigation, je trouve ça juste formidable parce que bon, il n'y a pas de château d'eau, il n'y a rien. C'est construit à la main de l'homme et ça permet l'agriculture. Donc ça permet la vie. Donc vous avez plein de projets dans les poches, il faut que cette Algérie s'ouvre un tout petit peu. Vous vous appelez, c'est apparemment votre nom de scène, Farid Demes Debah. D'abord, ça veut dire quoi, Debah ? Alors, Debah, c'est... ça veut dire l'égorgeur en arabe. C'est marrant, hein ? Je sais pas si c'est marrant. Non, mais oui, pourquoi pas ? J'avais peut-être des ancêtres bouchers, j'en sais rien. Je sais pas. DMS, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors DMS, bon, c'est un nom d'artiste. Après, c'est selon mon pouvoir. J'ai jamais communiqué sur ce que ça voulait dire. Mais après, c'est selon mon jamais humeur. trop tard. Ah, allez, pour aujourd'hui, je vais dire que ça veut dire doux, mignon et sensible. Au choix. Des fois, ça peut être démoniaque, manipulateur et sadique, mais non, j'ai jamais eu cette dénomination. Alors, donc aujourd'hui, ça va être doux, mignon et sensible. Alors à celui-là même, je suggère d'être quand même au garde à vous. M comme mère patrie. Car on a tous en nous un petit peu de l'hymne national algérien, et j'ai envie de dire. Mais vous, Farid, peut-être un peu plus. Oui, c'est vrai.
J'ai quelque chose qui résonne en moi quand j'écoute l'hymne national algérien, notamment quand j'étais plus jeune, de 8 à 11 ans. À l'école, c'était samedi, voilà, puisque samedi ça correspondait à lundi. Tous les samedis, il y avait le lever de drapeau dans la cour. Donc il y avait un mât, on amenait le drapeau et on faisait le lever de drapeau avec justement l'hymne national. Et donc on se mettait tous les enfants tout autour du drapeau, un petit peu au garde à vous et tout, et on écoutait, on chantait. Et le directeur choisissait 2 élèves pour faire la montée de drapeau. Et il ne m'a jamais choisi. Et ça a été véritablement une déchirure pour moi. Je le dis avec un sourire dans la voix, mais à l'époque, je disais, mais pourquoi il ne me prend pas ? Et j'avais cette blessure envie... patriotique. Oh, mais quand on est petit, on a envie de participer. Je me disais, voilà, je suis quand même parti de ce pays. Mince alors, pourquoi tu ne me choisis pas pour faire la levée de drapeau ? Tout est dit. Bon, après, plus tard, j'ai grandi, je me suis acheté un petit drapeau algérien et je l'agite comme un vrai petit patriote à la maison. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est donc vous. Vous avez grandi, vous, dans le mythe de 54, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre de libération en Algérie. 1er novembre. Oui. Mon grand-père paternel était un activiste. Il a dû s'exiler avec femme et enfants en Tunisie, à Hamemlef. La famille de mon père, en tout cas, ils ont pu partir. Du côté de ma mère, à Ouadznati, ça a été plus compliqué, où mon grand-père maternel a subi les tortures de l'armée coloniale. Le grand frère Béchir, donc, qui avait 24 ans, est mort. Donc c'est compliqué, surtout quand ma mère me raconte, elle a attendu que je sois âgé pour me raconter un petit peu ce qui se passait dans les yeux d'une petite fille de 6-7 ans. Les exactions, le soir, l'armée qui vient comme ça pour prendre son père, pour prendre son frère, ses frères, parce qu'elle avait 2 frères qui ont été plusieurs fois torturés. Et puis, une petite anecdote qui me vient, des fois quand j'étais plus jeune, je sifflotais. Et ma mère me disait toujours arrête. Je comprenais pas, je dis mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit c'est pas bien. J'ai jamais connu ma mère superstitieuse ou ne pas traverser en dessous d'une échelle parce que ça porte malheur. Donc plus tard, je lui ai posé la question. Elle m'a dit, tu sais, quand j'étais petite, on entendait les soldats siffler, rentrer, tourner autour de la maison. Et à ce moment-là, ils rentraient, ils cassaient la porte et ils prenaient mon père, ou ils prenaient mon frère, ou ils prenaient les 2 ou les 3 et ils les emmenaient. Je dis voilà à quoi ça me rappelle le sifflement. C'est comme corne de gazelle ou chou à la crème. Si c'est des choux à la crème au chocolat, je dirais plutôt choux au chocolat. Mais si c'est des cornes de gazelle sans le saupoudrage sucré dessus, avec beaucoup d'amandes, alors ça sera corne de gazelle. Ça fait beaucoup de conditions tout ça. Oui, mais je suis gourmand comme garçon. Apparemment. L'arabe ou la mazir ? L'arabe pour l'histoire et la mazir pour les racines. L'arabe, c'est quand même un outil intéressant pour pouvoir parler au maximum. La mazir, c'est les racines. Justement, pour l'anecdote, quand j'étais jeune, avec mon frère et ma sœur, on a créé un groupe de musique qui s'appelait DMS, groupe DMS, et on chantait en amazigh. Alors DMS, ça voulait dire quoi ? C'était le groupe. On ne saura jamais. La France de Gaulle ou la France de Macron ? La France de Gaulle, je ne la connais pas. Vous avez lu 2-3 trucs quand même. Oui, mais je ne suis pas très au fait de Gaulle, donc j'ai un peu de mal avec le personnage. Voilà, on y est. Oui, non, mais c'est vrai qu'il a fait l'appel à la BBC à Londres. J'aurais préféré qu'il fasse l'appel au milieu des champs de bataille. Voilà, et qu'il soit véritablement un résistant au sens noble du terme. C'était un planqué pour vous. Pas juste un animateur radio. Il en a profité, je dis que c'est un bon opportuniste pour moi. La France ou l'Algérie ? Les 2. Non, sans choisir, je dirais les 2 sans problème. Pas eu de problème de... Non, j'ai jamais eu de soucis. Question identitaire, non. On se dit alors, est-ce que je dois faire un choix ? Non, je suis pas du style à me regarder. Je suis plus Farid ou Fabrice ? Non, mais je suis Farid, et puis Farid, ça fait partie de la France, et Farid de France fait partie de l'Algérie, ça, de toute façon. Vous vous définissez comme un beurre ?
Et le beurre, oui, c'est ce qu'on met sur nos tartines, je déteste ce terme. J'ai l'impression qu'on a créé ce petit sobriquet comme pour infantiliser une population. Et je trouve ça de scandaleux de dire qu'une tranche de la population qui est importante a un sobriquet aussi dégradant. Aladin ou Saladin ? Ah, Saladin, sans hésiter. Saladin, rassembleur de l'islam, c'est magnifique. Il a passé la moitié de sa vie à essayer d'unifier les Arabes pour libérer Jérusalem. C'est quand même un destin incroyable. Où es-tu, Saladin, aujourd'hui ? Ouais, enfin bon, c'était assez guerrier quand même à l'époque. Oui, mais il y avait une certaine sagesse. Il faut savoir que les premiers chevaliers ont pris toute leur essence même de par les chevaliers de Saladin. C'était une philosophie, c'était une façon de pratiquer l'islam et la religion, la foi en règle générale, qui était pour moi magnifique. Fellag ou Blanche Gardin ? Ouais, les deux me font sourire sans plus. Cache ta joie ? Non, c'est vrai, Blanche Gardin, oui, pourquoi pas. Fellag, oui, il y a quelques sketchs de Fellag, mais bon, les deux ne me font pas plus rire que ça. L'humour et vous, ça fait... Non, pas du tout, je suis un mec, j'allais dire, ouais, je suis un garçon qui aime bien rire, qui me prend pas au sérieux, mais c'est difficile pour moi de rire d'un comique. Votre côté algérien ne se réveille pas quand vous écoutez Fellag ? Non, pas plus que ça, non. Bah tant pis alors. Vous allez être puni de façon très en sol majeur. Et voilà, je vous embarque au bras donc d'un humour, plutôt celui de Fellag, qui va se laisser emporter lui-même par une sérénade de Dvorak. Ah, ça que vous aimez. Oui. Alors, les Romains, on les a sortis. Les Vandales sont venus, on les a sortis. Les Byzantins sont venus, on les a sortis. Les Arabes sont venus, on les a... Les Arabes... Les Arabes, les Arabes, ils nous ont eu. Comme ils ont la même couleur que nous, on ne les a pas vus venir. Et ils se sont mélangés avec nous jusqu'à maintenant, petit à petit, jusqu'à maintenant où on ne sait plus qui c'est eux et qui c'est nous. Quelques siècles après, les Portugais sont venus. On les a sortis. Les Espagnols sont venus, on les a sortis. Les Anglais, ils allaient venir. Ah, ils sont pas venus. Les Turcs sont venus, on les a sortis. Les Français sont venus, on les a sortis. On s'excuse, hein. Vous avez exagéré, c'est trop bizarre. Si vous avez été gentil juste un peu, il y avait de la place pour tout le monde. Je vous prends en flagrant délit de sourire, là, quand même, Farid. Non, mais c'est vrai ce qu'il a dit, c'est juste, si vous aviez été gentil, on vous aurait gardé, il y a de la place pour tout le monde, c'est vrai. Ce qui a fait la révolte des Algériens, c'est parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des Français. Ils étaient considérés comme des sous-hommes. Et c'est l'injustice que naît la révolte. Et c'est pour ça que l'Algérie est devenue indépendante. Parce que la France n'a pas su faire en sorte que tous ses enfants se sentent enfants de la France. Et il ne faut pas qu'à l'heure actuelle, elle fasse la même erreur. Donc c'est joliment dit avec humour. Merci Fellag. Très bien dit. Merci Fellag. Facebook, Twitter, ça c'est pour nous suivre, pour ceux qui pianotent sur tout ça, avec notre application Pure Radio. Et puis la radio elle-même, c'est quand même pas mal. Chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10 temps universel. C'est 16h à Paris, Farid. Avec grand plaisir. Caroline Filiette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec Kyoko Takenaki.